Bonjour à tous et bienvenue dans le 17e épisode déjà du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de ces idées reçues, j'ai presque envie de dire de ces fausses croyances qu'on a en général sur le business en ligne et qui mine de rien nous ralentissent énormément dans notre progression. Ça peut vraiment pourrir des business, les choses dont on va parler aujourd'hui, pourrir à la fois le mindset mais aussi la stratégie de manière générale. En tout cas, c'est des idées reçues, des pensées qu'on a à la base qui nous freinent dans notre avancement, qui nous empêchent d'évoluer et qui nous empêchent du coup d'atteindre nos objectifs plus rapidement. Donc je pense que c'est quand même assez important d'en parler avec vous parce que, comme le nom l'indique, ces idées reçues sont quand même des choses assez fréquentes. C'est des idées qui reviennent souvent, dont moi en tout cas on m'a beaucoup parlé, que ce soit au niveau de mes clients ou même moi-même quand je me suis lancée, c'est des idées reçues que pour la plupart peut-être pas, mais certaines d'entre elles en tout cas je les avais quand je me suis lancée et ça a pris un certain temps, ça a pris quelques années, parfois juste quelques mois mais souvent plus quelques années, à ce que je comprenne qu'en fait je faisais complètement fausse route et que c'était pas tout à fait la bonne manière de penser entre guillemets. Alors ici ce que je vais vous dire ça fait quand même référence à mon expérience, à mon opinion, je suis pas en train de dire que j'ai raison sur tout et que j'ai la science infuse, pas du tout, je laisse votre esprit critique faire la part des choses aussi, mais je vous invite mine de rien, au moins pendant la durée de ce podcast, à garder l'esprit ouvert sur ce que je vais vous dire parce que si ces idées reçues sont aussi communes que ça, c'est que on a tendance à s'y accrocher. Et moi-même, comme je vous le disais, il y a certaines idées que je vais débattre ici avec vous, que j'ai cru pendant très longtemps et auxquelles je me suis accrochée avant de me rendre compte que non, en fait, ça fonctionnait pas vraiment comme ça. Donc en écoutant ce podcast, je vous invite à garder l'esprit ouvert, mais une fois que vous l'avez écouté, une fois que vous l'avez entendu, à prendre du recul quand même, parce que, encore une fois, je le répète, je n'ai pas la science infuse, ici je vous partage mon expérience, mon ressenti, et ce que j'ai pu apprendre en 3 années de business par rapport à toutes ces pensées, toutes ces croyances qui m'ont un peu parasité, et que j'ai vu parasiter bon nombre de mes clients depuis que je me suis lancée. Donc sans plus tarder, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, et donc la première idée reçue que j'aimerais défendre ici avec vous, c'est cette idée de il faut absolument que mon sujet, ma thématique parle à un maximum de personnes. Et ça c'est une idée reçue. Je sais que souvent on a peur, et ça arrive souvent ce cas de figure quand les gens se disent bon ok, je dois trouver une niche, une thématique un peu plus spécialisée. La phrase qui revient souvent c'est ouais mais je vais toucher moins de monde. Le truc c'est que votre objectif en tant que web entrepreneur, c'est pas de toucher un maximum de monde. Votre objectif, c'est de toucher l'audience la plus qualifiée que possible, et plus il y a de monde dans cette audience qualifiée, mieux c'est. Mais l'objectif, c'est pas de viser tout le monde. Et comme j'aime bien le dire, si vous visez tout le monde, vous ne touchez personne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, que beaucoup de personnes mettent du temps à comprendre. Souvent, c'est l'une des erreurs classiques, entre guillemets, de débutants qu'on fait, parce que c'est vrai que c'est logique, en fait, de se dire, voilà, si je vais choisir un sujet vachement large, je vais attirer plus de monde. Sauf que ici, on n'est pas dans une approche de créateur de contenu, on est dans une approche de web entrepreneur. Notre objectif, ça reste quand même de rentabiliser notre activité, de rentabiliser notre contenu, et la meilleure manière de faire ça, ça reste de se spécialiser, c'est-à-dire de choisir un sujet bien précis, bien spécifique, qui certes, je vais pas vous mentir, ne va pas vous permettre d'attirer beaucoup de personnes, en tout cas pas autant qu'un sujet large, mais qui va vous permettre de trouver une audience qui est vraiment intéressée là-dessus, une audience nichée. En fait, le fait de choisir un sujet super large, super général, etc., ça va vous attirer finalement ce qu'on appelle de la vanity metric, c'est-à-dire des chiffres qui sont là pour rassurer votre ego, pour vous donner l'impression que vous avez des gros résultats, mais c'est pas ce qui va vous apporter de vrais résultats, pour le coup. Surtout pas si on est dans une approche entrepreneuriale. Certes, en vous spécialisant, vous allez choisir d'attirer moins de monde, mais vous aurez une audience beaucoup plus qualifiée. C'est ce qui explique d'ailleurs, c'est pour ça qu'on remarque souvent qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont une audience qui nous paraît gigantesque de plusieurs centaines de milliers de personnes, mais qui n'arrivent pas à en vivre, parce qu'ils n'ont pas cette approche entrepreneuriale et aussi parce qu'ils ont choisi un sujet super vaste. Gardez en tête que votre objectif, c'est d'aider un minimum de personnes. En fait, votre objectif, c'est pas d'aider moyennement tout le monde, c'est vraiment de vous concentrer à fond sur une cible bien précise, sur un sujet bien précis, et c'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats. D'ailleurs, on peut le voir dans quasiment tous les business, toutes les personnes qui se sont lancées en ayant une approche un petit peu plus généraliste, et je m'inclus là-dedans, parce que moi, mes premières années de business, ça restait quand même très très général avant que je me niche down, justement, donc que je réduise ma cible, que je réduise ma niche, que je réduise ma thématique vers la productivité, l'organisation, l'efficacité. Avant, j'étais super généraliste, mais toutes les personnes qui ont fait le même choix que moi, c'est-à-dire de niche down,
ils ont eu de meilleurs résultats par la suite. Et moi-même, je vous dis ça par rapport à mon expérience, encore une fois, moi-même, dès l'instant où je me suis dit, ok, j'assume maintenant ce positionnement productivité, et c'est ça dont je veux parler, et c'est ça qui fait ma force, depuis que j'ai pris cette décision-là, mes résultats ont augmenté, en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'idée reçue de il faut que je parle à un maximum de personnes, si je choisis une thématique trop petite, etc., je vais me restreindre, elle est mauvaise, parce que du coup, c'est ce qui vous freine et ce qui vous empêche d'avancer. Donc fallait que je commence par celle-ci, parce que c'est pas la plus éclatante, on va se dire, qu'on se le dise, hein. Mais c'est l'une des plus fréquentes, c'est l'une des plus importantes aussi, alors c'est ma numéro 1. Deuxième idée reçue, et celle-ci je l'adore, vous le savez, hein, c'est cette fameuse idée qu'il faut absolument travailler dur pour réussir. Alors, moi vous le savez, je suis là pour vous prôner le business glandouille, c'est-à-dire que pour moi, avoir un business en ligne, c'est pas travailler comme un fou furieux jusqu'à la fin de ses jours, en étant épuisé en permanence. Au contraire, on a créé et on a choisi ce métier de web entrepreneur pour être libre, pour être bien dans notre vie. Et l'idée de travailler dur, je pense qu'elle fait beaucoup référence à notre ancien mindset de salarié, parce qu'on a tous plus ou moins déjà au moins une fois dans notre vie été salarié, et on nous a inculqué plein d'idées comme ça pour devenir salarié. Même à l'école, on a été élevés comme des futurs salariés. Moi, ce que j'aimerais que vous compreniez, en particulier si vous êtes encore dans cet état d'esprit-là et que vous pensez impérativement qu'il faut travailler dur pour s'en sortir, à comprendre en fait, je vous invite à comprendre que l'idée c'est pas qu'il faut travailler dur, l'idée c'est pas qu'il faut travailler des heures non-stop à la sueur de son front, etc. De mon point de vue, travailler dur de cette manière-là, travailler dur en termes de temps, c'est du gaspillage d'énergie, du gaspillage de temps. Pour moi, travailler dur, c'est pas ça. Et même l'idée, même le mot même, travailler dur, je l'aime pas beaucoup parce que il nous donne une idée erronée à mon avis de ce que c'est. De mon point de vue, il faut pas travailler dur, il faut travailler intelligemment, il faut travailler efficacement. On peut travailler très très peu et réussir mieux. Et encore une fois là, ce que je vous dis, ça se base sur mon expérience. À titre personnel, mes premières années de business, je travaillais comme une dingue, c'est-à-dire que je faisais des 35-40 heures par semaine, etc. Bon, très sincèrement, je m'en rendais pas compte parce que j'étais vraiment à fond dedans, etc. Mais je travaillais beaucoup et j'étais dans cet état d'esprit, dans ce mood de il faut travailler dur pour réussir, allez, je travaille dur et je mérite les résultats, etc. Et ça a pas fonctionné aussi bien que je l'espérais. Alors j'avais des résultats, mais pas des résultats aussi énormes que ce que je voulais. Et dès l'instant où je me suis dit, bon, vous savez quoi, bas les steaks, j'arrête de travailler dur comme ça, maintenant je travaille le minimum vital et que quand j'en ai envie. Et du coup, j'ai réduit drastiquement mes horaires de travail. C'est-à-dire que là, actuellement, au moment où je vous parle, mes plus grosses semaines, c'est des semaines où je vais travailler 5 jours, 3 heures par jour. Voilà, on est sur la grosse semaine, hein, franchement. Pour quelqu'un qui a été salarié avant, je pense que vous pouvez constater qu'on n'est pas sur un volume horaire qui est super décadent. Et pourtant, dès l'instant où j'ai adopté ce rythme-là, j'ai eu de meilleurs résultats, encore une fois. J'ai eu de meilleurs résultats en termes de chiffre d'affaires, en termes d'efficacité par rapport à ce que je faisais. J'ai pu créer beaucoup plus de contenu parce que j'étais beaucoup plus reposée et surtout, je choisissais mieux ce sur quoi, en fait, je concentrais mon attention. C'est un petit peu la loi 80-20 que vous connaissez maintenant, je pense, qui est du coup la loi de Pareto, qui nous dit que 80% de nos résultats vient de 20% de nos actions. En fait, au lieu de brasser de l'air, dit grossièrement, et passer toute la journée à faire plein de choses qui servent à rien, j'ai choisi de consacrer le minimum de temps sur lequel je travaillais de manière vraiment concentrée, de manière vraiment sérieuse sur mon business, à ces 20% d'actions qui faisaient toute la différence. Et forcément, de cette manière-là, non seulement j'étais plus reposée, donc dans une meilleure énergie, mais en plus de ça, j'avais beaucoup plus de résultats. Alors l'idée de « il faut travailler dur pour réussir », c'est pour moi une facilité de langage, et travailler dur, ça ne se fait pas en termes de temps, ça ne se fait pas en termes de souffrance. Pour moi, il faut vraiment garder en tête que l'idée, c'est que vous ne devez pas travailler dur, vous devez travailler efficacement. La souffrance n'intervient pas dans le processus. Le fait d'en chier, dit grossièrement parlant, n'intervient pas dans votre réussite. Votre réussite, elle dépend uniquement de la qualité des actions que vous mettez en place et de la qualité de travail que vous fournissez, pas de la quantité. On est sur la qualité, pas la quantité, et il faut bien garder ça en tête. Vous n'êtes pas obligé de travailler 8 heures par jour, vous n'êtes pas obligé de travailler tous les jours, vous pouvez très bien consacrer 1 heure par jour à votre business et avoir un business qui tourne et qui génère des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. Donc il faut vraiment que cette idée reçue, elle saute de votre esprit. En tout cas, je pense que si vous m'écoutez, si vous suivez mes contenus, vous avez déjà compris que c'est pas comme ça moi que je raisonne, et c'est pas en raisonnant comme ça que j'ai pu atteindre les résultats que j'ai aujourd'hui et qui sont du coup les meilleurs résultats que j'ai jamais eu depuis que je me suis lancée. On passe à la troisième idée reçue. Donc cette idée reçue, elle concerne surtout ce que vous vendez, vos offres, etc. Donc cette idée reçue, c'est mon offre, elle ne vend pas parce que je l'ai mise trop chère.
Très sincèrement, ce n'est jamais un bon truc quand quelqu'un me dit ça. Quand quelqu'un commence à penser, oui, il faut que je baisse mes prix, etc., moi j'ai les poils qui se hérissent, parce que ce n'est jamais une question de prix, en réalité. Le vrai problème, c'est pas forcément que vous avez mis un prix trop cher, c'est simplement que la valeur perçue par votre client, elle n'a pas été assez bien perçue, si vous voulez. C'est jamais un problème de prix. C'est juste que, en regardant le prix de l'offre et en regardant l'offre en elle-même, la personne s'est dit, ouais, mais la valeur, elle est pas assez élevée pour que je mette ce prix là-dedans. Du coup, ce qu'il faut changer dans ce genre de cas de figure, c'est pas le prix de votre produit, c'est pas en baissant votre prix que ça va fonctionner, mais c'est qu'il faut montrer un peu mieux la valeur que vous avez à proposer dans votre offre. En gros, soit votre offre, elle a été mal vendue, soit elle a été mal marketée, soit vos prospects, ils ont juste pas compris en fait quelle valeur il y avait dans votre produit. Ils ont peut-être même pas compris ce que c'était que votre produit, parce que des fois, on prend pas de recul sur ce qu'on crée, que ce soit un coaching, que ce soit un produit, etc. Dans notre tête, ça nous paraît limpide, on voit, nous, la valeur qu'on a mis dans ce produit-là, dans cette offre-là, on voit ce que ça peut apporter aux gens, mais on sait pas l'expliquer, on sait pas le définir, on sait pas le mettre bien en avant pour que les gens comprennent eux aussi la valeur qu'il y a dans cette offre. C'est pour ça que baisser vos prix, c'est jamais une bonne idée. La bonne idée, en revanche, c'est de présenter votre offre différemment, c'est de bien appuyer sur la valeur que vous pouvez apporter, de la présenter vraiment d'une manière que vous n'avez pas encore essayé en fait. Moi-même, il y a eu plusieurs produits comme ça. Par le passé où voilà, j'ai les premières ventes elles étaient pas folles, en tout cas les premières semaines de lancement c'était limite des lancements pourris quoi, je faisais à peine quelques ventes et au début pareil je me disais mais peut-être que c'est trop cher et gna gna etc. Or quand on compare mes prix à ceux de mes concurrents, un truc qui revient très souvent c'est que mes prix sont en dessous de ce à quoi je devrais m'attendre en fait. Beaucoup de clients me disent tu devrais augmenter tes prix, tu devrais mettre ça plus cher etc. Donc c'était pas un problème de prix si jamais ces offres là elles ont pas fonctionné. Et d'ailleurs cette théorie se confirme parce que par la suite, quand j'ai relancé ces produits qui ont fait entre grosses guillemets un flop à leur lancement, eh ben ils ont cartonné parce que simplement je les ai présentés différemment, j'ai changé ma manière d'en parler, j'ai changé le marketing qu'il y avait autour, j'ai changé les pages de vente, etc. Et du coup ça a payé. Et tout ça pour vous dire que si jamais vous voyez qu'il y a une de vos offres qui ne se vend pas, ne vous dites pas c'est à cause du prix, c'est trop cher. Dites-vous simplement ok, comment je peux augmenter la valeur perçue, comment je peux montrer aux gens que y a de la valeur là-dedans, comment je peux mieux expliquer ce qu'apporte cette offre, comment je peux mieux présenter tout simplement les bénéfices, les avantages que les gens retirent à acheter cette offre ou ce produit. Idée reçue numéro 4, et celle-ci vous l'avez entendue il y a pas très longtemps puisque j'ai fait quelques contenus à ce sujet-là, cette idée reçue selon laquelle l'emailing quotidien c'est du spam. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, surtout des gens qui se lancent et qui viennent tout juste d'avoir leur newsletter, qui osent pas envoyer des emails à leur liste parce qu'ils ont peur de déranger, ils ont peur de spammer, etc. Et moi je suis pas d'accord avec ça. Et comme je vous le disais, moi je fais de l'emailing quotidien, c'est-à-dire que tous les jours les gens reçoivent un email de ma part et je sais que l'emailing quotidien c'est une pratique qui fait peur parce que encore une fois on associe ça à du spam. Déjà il faut garder en tête que le spam c'est quelque chose qui est non sollicité. Là, on parle de personnes qui se sont inscrites à votre newsletter en toute âme et conscience et qui peuvent se désinscrire en un clic seulement si jamais finalement ils se rendent compte que c'est pas pour eux ou qu'ils sont saoulés par ce que vous proposez. En plus de ça aussi, quelque chose que j'aime bien vous rappeler, et je pense que c'est important de le rappeler, parce que encore une fois, quand je vois les résultats que m'ont permis d'obtenir en fait finalement l'emailing quotidien, je peux que en faire la promotion de ce truc-là parce que je trouve ça formidable. Et c'est moi aussi aujourd'hui mon format, mon contenu de prédilection, celui que je suis le plus, celui que je préfère créer, et celui encore une fois qui m'apporte le plus de résultats. Donc déjà, sur le principe, si vous posez la question à votre audience du style ouais, est-ce que ça vous tente si j'envoie un email par jour, il y a de fortes chances pour que 90% des gens, allez, 75% des gens vous disent ah non, surtout pas, hein, c'est trop, hein, par jour j'aurai jamais le temps de le lire, etc. Et ce que j'aime bien dire, ce que j'aime bien donner comme comparaison, c'est que c'est comme une formation à 2000 €. Sur le principe, si je viens vous voir et que je vous dis ouais, est-ce que si je vends une formation à 2000 €, vous trouvez que c'est une bonne idée ? Tout le monde va me dire non, parce que y a pas le contenu, parce qu'on sait pas c'est quoi cette formation, qu'est-ce qui pourrait valoir 2000 €, qu'est-ce qui pourrait justifier l'envoi d'un email quotidien, par exemple. Sur le principe, on est tous contre, et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais un petit peu plus tôt par rapport à la valeur perçue, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas le contenu, tant qu'on voit pas ce que c'est, tant qu'on voit pas ce qu'il y a dans le contenu de ces emails quotidiens, tant qu'on ne voit pas ce que permet d'obtenir cette formation, la réponse à ces questions, ce sera toujours non, on sera toujours contre. C'est facile à dire non, ça m'intéresse pas une formation à 2000
000 € ou non, ça m'intéresse pas de l'emailing quotidien quand on n'a pas déjà le contenu sous les yeux. Si jamais vous réussissez à apporter de la valeur dans vos emails quotidiens, il faut vous dire vraiment, et c'est pas juste il faut vous dire, c'est que c'est la réalité des choses, votre audience la plus précieuse, le cœur de cible que vous avez, ils seront ravis de recevoir ces emails quotidiens. Moi personnellement, je pensais un peu comme tout le monde que je sais pas trop, voilà, l'emailing quotidien ça va saouler les gens, etc. Mais depuis que j'en ai envoyé, comme je vous disais, non seulement j'ai plus de résultats, mais en plus de ça, il s'est passé quelque chose de fou, c'est-à-dire que dès l'instant où j'ai commencé à envoyer des emailings quotidiens, j'ai commencé moi aussi à recevoir des réponses à ces emailings quotidiens. Des réponses de personnes qui me disaient merci beaucoup pour le contenu, merci de continuer à envoyer tous les jours, continue, etc. Là où avant, quand j'envoyais beaucoup moins de mails que ça, personne ne se prenait la tête à me répondre. Là, les gens voient un petit peu le travail fourni, et en plus, ça leur plaît, vous vous mettez dans leur routine, ils prennent l'habitude de vous lire, et si ce que vous apportez, ça a de la valeur, c'est qualitatif, etc., il n'y a aucune raison que ça saoule qui que ce soit que vous envoyez un email par jour. Et encore une fois, moi quand je vois que ça a permis de quasiment multiplier mon chiffre d'affaires par 5, vraiment, depuis que j'ai commencé ça, franchement je peux que vous conseiller de laisser une chance à cette technique-là, et ça me paraissait important de parler de cette idée reçue dans ce podcast. Idée reçue numéro 5, le SEO, c'est compliqué. Alors ça, il faut comprendre un truc, c'est que non, le SEO, c'est pas plus compliqué que d'écrire un article. Le SEO, c'est quelque chose qui fait peur. En fait, moi j'aime bien penser et j'aime bien dire que le SEO, c'est un art simple avec des mots qui paraissent compliqués. Parce que forcément, vous entendez parler d'algorithmes, de SERP, de tous ces petits termes techniques, ça a peur. Moi aussi, les premières fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, oulala, c'est quoi ce délire ? Mais en réalité, c'est extrêmement simple. On utilise des mots compliqués, mais c'est une pratique qui est enfantine. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment fonctionne l'algorithme du Google, je vous ai préparé une vidéo qui va sortir ce vendredi où je vous explique comment résonne cet algorithme et vous allez voir à quel point c'est enfantin. Ici, je voudrais simplement vous dire que tout le monde pense que le SEO c'est compliqué et il faut être honnête, la plupart des web entrepreneurs, je m'inclus dedans, sont des grosses feignasses et ne veulent pas se former sur le SEO parce que justement ça fait peur, parce que ça a l'air prise de tête, parce que ça a l'air compliqué, parce que il faut apprendre plein de choses, etc. Alors que non, c'est vraiment dommage en fait de rester bloqué sur ces a priori là, alors que le SEO, ça reste le meilleur moyen de pérenniser un business en ligne sur le long terme. C'est uniquement grâce au SEO, j'ai envie de vous dire. Le SEO, c'est la seule manière d'attirer du trafic sur du très très long terme. Là, on parle pas de quelques mois, on parle pas de quelques années, on parle vraiment, pour certaines personnes, de décennies, où vos articles sont classés en première page de Google. C'est rien à voir avec les réseaux sociaux où vous allez avoir une visibilité temporaire au mieux de quelques heures. Donc voilà. Il faut vraiment que cette idée reçue concernant le SEO s'arrête. Parce que vraiment, vous pouvez comparer ça aux réseaux sociaux finalement. Parce que n'importe qui pourrait vous dire ouais, moi je trouve qu'Instagram c'est compliqué, etc. Si vous êtes OP sur Instagram, vous direz le contraire, que non, Instagram c'est pas compliqué. Peut-être que l'exemple que j'aurais dû donner ici, c'est Pinterest. Voilà. Pinterest, en ce moment, c'est la folie, hein, j'ai envie de vous dire. Et vous le savez, comme moi, il y a beaucoup de gens qui ont peur de Pinterest parce qu'ils trouvent que ça a l'air compliqué, etc. Mais pour ceux d'entre vous qui comprennent comment ça marche, voyez à quel point c'est simple, quand même. C'est juste que, voilà, c'est un contexte, quand on le découvre, on trouve que ça a l'air compliqué, mais dans la réalité des faits, c'est simple. Et le SEO, c'est exactement pareil. C'est quelque chose qui en vaut la peine. Et quand bien même ça aurait été compliqué, moi je trouve pas que ça l'est, encore une fois, mais si ça l'était, est-ce que ça vaut pas quand même le coup de faire l'effort de s'y intéresser quand on sait, encore une fois, que là on parle d'une stratégie qui fonctionne sur du très très long terme. C'est-à-dire que avec le SEO, moi à titre personnel, depuis que j'ai lancé mon blog, j'attire chaque jour minimum 200 à 300 visites, grand minimum, hein, par jour, sans rien faire, juste parce que j'ai fait un travail de référencement à mes débuts, c'est-à-dire que j'ai pas actualisé le truc, même là ça fait depuis une bonne année en tout cas que j'ai pas publié d'articles SEO sur mon blog et je continue à avoir ces centaines de visites tous les jours sans rien faire. Et j'ai même pas poussé le truc au max, hein, j'ai vraiment fait mon SEO minimaliste à fond pour avoir ces résultats-là. Donc est-ce que c'est pas quand même intéressant de vous former à cette technique-là et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, quand bien même ça serait légèrement compliqué. Et je dis pas que ça l'est, encore une fois. Moi je pense vraiment que le SEO c'est simple, encore une fois c'est un art simple avec des mots qui paraissent compliqués. Si jamais vous ne savez pas comment ça fonctionne, si jamais vous avez envie de vous former, j'en profite pour vous dire qu'à la fin de la semaine, je supprime justement une de mes formations qui s'appelle SEO KLM où je vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur le SEO avec des mots simples, avec des mots accessibles et vous pourrez voir par vous-même à quel point c'est enfantin. J'ai vu beaucoup de personnes suivre cette formation et me dire « Ah mais je pensais pas que c'était aussi simple que ça. » Effectivement, ça me faisait peur. Il y a des petits trucs à savoir mais en fait c'est simple, c'est voilà.
Donc pour terminer l'aparté sur cette formation SEO KLM, elle sera définitivement retirée de mon catalogue d'ici dimanche, donc n'attendez pas pour l'obtenir. Cette formation, c'est une grosse formation, elle fait 8 heures, mais c'est expliqué avec des PDF ludiques, des petites images, etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis en mode pédagogique. L'idée, c'est vraiment de vous montrer à quel point c'est enfantin le SEO, comment on peut s'en servir et comprendre comment ça marche sans se prendre la tête. Donc si ça vous parle, ce sera juste en dessous dans la barre de description. Mais en tout cas, voilà, là je vous parle du SEO en disant voilà une idée reçue c'est que le SEO c'est compliqué, mais ça vaut pour tout un tas de compétences. Toutes les compétences qu'on ne connaît pas, auxquelles on ne s'est pas encore intéressé, nous paraissent compliquées. Et une fois qu'on a mis le nez dedans, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, et on se rend compte qu'en fait c'était vachement plus compliqué dans notre tête que dans la réalité. Alors ne vous bloquez pas comme ça en vous disant ouais tel truc c'est trop compliqué, etc. parce que vous allez vous freiner et vous empêcher d'apprendre de nouvelles choses, vous empêcher d'évoluer. 6e idée reçue, et celle-ci je vais pas vous mentir, je l'avais jusqu'à quelques semaines avant d'enregistrer ce podcast, et c'est mon ancien coach nommé Damon Pin, dont vous retrouverez le lien du podcast juste en dessous dans la barre de description, qui m'a un peu retourné la tête là-dessus, enfin pas qu'un peu d'ailleurs, il m'a complètement retourné la tête là-dessus, et maintenant je me rends compte d'à quel point c'était une idée reçue ce truc-là, et comme quoi on continue toujours à apprendre, cette idée reçue c'est mon marché est saturé, il y a plus de place dans mon marché. Quelle que soit la thématique que vous ayez, c'est peut-être déjà arrivé que vous vous disiez ça. Je sais que moi, à titre personnel, je me disais ça dans le web marketing. Je me disais, ouais, il n'y a plus de place dans le web marketing, etc. Et justement, Damon Pin m'a fait comprendre qu'un marché n'est jamais saturé, en fait. Plus il y a d'acteurs et plus il y a de clients qui sont éduqués dans ce marché. Donc, plus il y a de nouveaux formateurs, de nouvelles personnes qui se lancent dans le web marketing et plus, en fait, finalement, il y a de clients qui vont émerger, qui vont être éduqués et recevoir un petit peu de l'intérêt pour le sujet que vous abordez. C'est une forme en fait de mindset d'abondance. Il y a de la place pour tout le monde et plus il y a de personnes et plus il y a de personnes. C'est un cercle un petit peu vertueux. Si vous avez déjà des concurrents dans votre thématique, là je parle du web marketing parce que c'est voilà mon cas de figure et ce que moi je pensais il n'y a pas si longtemps que ça. Si quelle que soit votre thématique, si vous trouvez qu'il y a déjà des concurrents etc. et que ça vous inquiète, ne vous inquiétez plus parce que s'il y a des concurrents ça veut dire qu'il y a des clients et qu'il y a des business qui tournent déjà d'une part et si vous voyez beaucoup d'acteurs qui se lancent dans une thématique etc. et que vous avez l'impression qu'il y en a partout, il y en a de toutes sortes et de tous les côtés, faut regarder aussi la qualité des personnes qui se lancent. Parce que le marché, il est peut-être juste saturé de médiocrité. Peut-être que justement, ce qui manque à votre thématique, ce qui manque à votre sujet, ce qui manque à votre marché, c'est quelqu'un qui vienne et qui apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de qualitatif, qui apporte plus de valeur que les autres. Donc si jamais il y a un sujet qui vous parle, que vous pensez que vous avez une valeur différente à apporter, ne vous en privez pas. Moi-même, quand je me suis lancée avec Wonderwell Queen il y a 3 ans de ça, je pensais aussi que le marché commençait à être un peu saturé dans le web marketing. Je me disais, il y a quand même beaucoup de monde, est-ce que je vais réussir à me faire ma place, etc. Et ce qui m'a poussée finalement à quand même me lancer dans cette thématique que je pensais ultra concurrentielle, qu'il est aussi un petit peu, on va pas se mentir, c'était que je pensais avoir ma patte en fait à apporter. Je pensais avoir quelque chose, moi, à dire là-dessus, et c'était un sujet qui m'intéressait suffisamment, qui me passionnait suffisamment pour que je n'arrive pas à envisager en fait de me lancer dans une autre thématique que celle-ci parce que c'était un peu ma thématique de cœur si vous voulez. Je pense que ça s'entend, je pense que ça se voit aussi par rapport à tous les contenus que je peux vous donner sur ce sujet-là. C'est vraiment un sujet dont je ne me lasse pas et que j'aime énormément et sur lequel je pense avoir ma propre valeur à apporter, mon propre angle un petit peu à donner, ma propre opinion et ma petite spécificité à moi. Donc si jamais vous avez un sujet comme ça et vous avez l'impression qu'il y a déjà plein de gens qui parlent de la même chose que vous mais que vous pensez que vous pouvez apporter un petit peu votre pierre à l'édifice, lancez-vous, parce que plus il y a de monde, plus il y a de clients, et il y a de la place pour tout le monde, il faut juste vous démarquer, il faut juste avoir une spécificité particulière, une raison, en fait, pour que les gens, en fait, vous suivent vous, plutôt que vos concurrents. Idée reçue numéro 7, et celle-ci vous savez que je l'adore plus que tout, avoir un mindset d'entrepreneur, c'est se lever à 5h tous les matins pour faire des pompes. MDR, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en dire plus ? Bon, allez, je vais un petit peu développer quand même. Vous connaissez un petit peu mon avis à ce niveau-là, moi je suis quelqu'un qui se lève à 13h, je mange McDo, je regarde des émissions un peu stupides à la télé, et j'ai pas franchement si honte que ça de vous le dire. Je pense pas que ce soit nécessaire de rentrer dans ces cases toutes propres qu'on s'imagine de l'entrepreneur. Je vois des entrepreneurs totalement différents, je discute
discute avec des entrepreneurs totalement différents, qui fonctionnent de manière totalement différente, et ça empêche aucun d'eux de réussir en fait. On pense que voilà, il faut absolument être super productif, être super au taquet, faire du sport, être en bonne santé, manger des légumes, etc. Bon, manger quand même des légumes, c'est quand même bon pour la santé, mais c'est pas une obligation. Je veux dire, si c'est pas dans votre nature de vous lever à 5h du matin, si c'est pas dans votre nature de faire 10 heures de sport, de lire un livre par jour, etc., c'est pas grave. C'est en respectant qui vous êtes que vous allez réussir justement à bien travailler, à avoir le bon mindset, à faire en sorte que votre business tourne sans être en permanence dans la souffrance. En fait, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue sur la manière dont un business tourne. Ça diffère en fonction des individus. On n'a pas tous le même rythme. On ne fonctionne pas tous de la même manière. Et je pense qu'il faut se respecter ses natures, sa nature plutôt, pour être vraiment efficace, pour vraiment avancer et pour vraiment être aligné et épanoui dans son business. Pour moi, il faut, avant même d'apprendre à devenir quelqu'un d'autre, apprendre à travailler avec soi-même et à respecter ses limites plutôt que de se combattre en permanence, plutôt que d'être en bataille constante avec qui on est, avec nos tares, etc. Prendre conscience de nos défauts, prendre conscience de nos limites, les accepter et faire en sorte que les choses se passent bien, même si on est comme ça. Moi, c'est vraiment en apprenant à travailler, en étant la reine de la grasse mat et en étant la reine du business glandouille, que j'ai réussi à être alignée avec mon business et que j'ai réussi à avoir le rythme qu'on me connaît et avoir les résultats que j'espérais en fait finalement. Donc je peux que vous encourager à rester au maximum fidèle à votre nature. Ah bien sûr, ça veut pas dire qu'il faut pas ne pas travailler sur soi-même, ne pas se développer personnellement, etc. Pas du tout. C'est juste que y a certaines choses qui sont ancrées en nous. Et au lieu de les combattre sans arrêt, et de pas réussir à les combattre parce que on n'arrive pas à changer sa nature et c'est normal, on est des êtres humains, on n'est pas des super-héros. Au lieu de combattre ça, essayez de l'accepter, essayez de travailler avec et vous verrez à quel point ça peut faire toute la différence. 8e idée reçue, et je pense que celle-ci elle concerne pas forcément tout le monde, surtout si vous êtes déjà un petit peu avancé, un petit peu familier de l'univers du business en ligne, mais peut-être ceux d'entre vous qui sont justement en train de se lancer. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. C'est impossible, alors ça c'est l'idée reçue c'est ça, c'est impossible de générer plus de 10 000, 100 000, etc. euros par mois. Alors... Rien n'est impossible, les gars. Vraiment, rien n'est impossible. J'ai encore cité cette citation instagrammable à souhait qu'on voit partout, qu'on entend partout de Mark Twain. Ils ne pensaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Vous devez prendre conscience que les seules limites que vous vous fixez, c'est les vôtres en fait. Les seules limites que vous avez, c'est celles que vous vous fixez. C'est peut-être plus français comme ça. C'est-à-dire que si vous lancez votre business en vous disant c'est impossible de gagner 10 000 euros par mois, c'est impossible de gagner 100 000 euros par mois, ce sera impossible pour vous. si vous pensez pas vraiment que sky is the limit, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas réussir à atteindre ces scores-là. Vous devez prendre vraiment conscience que c'est vous votre seule limite. Donc si vous vous dites je veux juste gagner de quoi vivre, vous allez juste gagner de quoi vivre. Et ça c'est dans le meilleur des cas. Alors que si vous fixez des objectifs ambitieux, si vous oubliez les plafonds, si vous n'avez pas peur de voir grand, de rêver grand et de vous dire oui c'est possible, oui je peux y arriver, alors là vous verrez qu'il y a tout de suite un tout nouveau monde qui s'ouvre à vous. J'ai envie de vous citer une autre citation dont je me souviens plus l'auteur, en visant la lune, on atterrit au moins dans les étoiles. C'est un petit peu ça l'idée. Je vous conseille quand même d'être prudent là-dessus, d'y aller par palier, hein. On ne devient pas millionnaire du jour au lendemain non plus, mais ne vous arrêtez pas à ces croyances limitantes, parce qu'encore une fois on est sur des croyances de salarié, j'ai envie de vous dire. Parce que moi quand j'étais salarié, bien sûr que c'était impossible de gagner 10 000 euros par mois, bien sûr que c'était impossible de gagner 100 000 euros par mois, mais là on n'est plus salarié, là on a notre business, là c'est nous le patron, j'ai envie de vous dire. On peut faire ce qu'on veut, on peut atteindre les objectifs qu'on veut, et la seule condition c'est qu'on y croit suffisamment pour y arriver, c'est qu'on y croit suffisamment pour se donner les moyens et pour atteindre ces objectifs-là. Donc n'ayez pas peur de vous fixer des objectifs ambitieux et ne faites pas l'erreur de croire que c'est impossible. 9e idée reçue. Si j'avoue mes erreurs et mes échecs, mon audience va me détester et elle va arrêter d'avoir confiance en moi. Et non les amis, non, hein. Personne n'est parfait. Et on le sait. Et encore une fois, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises avec vous. Personne n'est parfait et personne ne s'attend à ce que vous soyez parfait. Plus vous allez montrer votre humanité et plus votre audience va comprendre que vous êtes un vrai être humain. À notre époque, de nos jours, on recherche plus une relation froide, corporate, de business à humain, ou même pire pour certaines personnes, de Dieu vivant à humain.
Là, aujourd'hui, on recherche une relation de humain à humain. Vos clients, ils sont là parce que vous êtes une vraie personne, parce que vous êtes passé par quoi eux, ils sont passés. Ils sont là parce qu'ils ont vu que vous étiez une vraie personne. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est sorti de nulle part, qui a réussi de nulle part, etc., ou qui a toujours tout eu pour réussir. Plus vous allez mettre en avant ces moments où vous n'avez peut-être pas toujours brillé, plus vous allez mettre en avant ces moments où vous vous êtes trompé, où vous avez pris de mauvaises décisions, où votre vie elle n'était pas parfaite, etc. Et plus les gens vont réaliser que vous êtes une vraie personne. Et plus, bien sûr, ils vont vous faire confiance. Moi, j'ai vraiment beaucoup moins confiance en quelqu'un qui me fait croire, ou qui essaye désespérément de me faire croire que sa vie est parfaite, que en quelqu'un qui admet que des fois tout n'est pas toujours rose, mais qui en tire les leçons. Donc ne cachez pas vos échecs, ne cachez pas les moments où vous êtes déçus, ne cachez pas les moments difficiles par lesquels vous êtes passé, tirez-en des leçons et partagez ces leçons avec votre audience. Non seulement ça va lui permettre de s'identifier à vous, mais en plus de ça, ça va vous permettre de faire preuve de transparence, de faire preuve d'authenticité finalement dans votre business. Et comme j'aime bien le dire aussi, les masques finissent toujours par tomber. Donc n'ayez pas peur d'en parler, n'ayez pas peur de mettre ça sur le tapis et n'ayez pas peur de reconnaître que oui, vous êtes humain, il n'y a pas de mal à ça et c'est un petit peu le point de commun de tout le monde sur la Terre, donc autant le montrer et autant l'assumer. Last but not least, cette idée reçue, c'est l'une des pires, je pense. Donc cette idée, c'est si j'échoue, c'est parce que je suis nulle ou c'est parce que je ne suis pas douée. Donc un grand non. NON. Si jamais vous échouez, c'est seulement parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas encore. C'est pas parce que vous êtes nul, c'est pas parce que vous êtes pas doué, d'accord ? C'est justement en vous disant ça, en vous disant que vous êtes pas bien, vous êtes nul, machin, etc. Finalement, en vous mettant un petit peu en mode victime de oh là là, j'y arriverai jamais, gna gna, etc. Que là, vous devenez nul / pas doué. J'ai envie de vous dire. On passe tous, à chaque fois qu'on a un échec, à chaque fois qu'on a un problème, etc., par une phase émotionnelle, entre guillemets, où nos sentiments, pas nos clients, vont venir prendre le dessus sur le rationnel. C'est-à-dire que, voilà, il nous arrive un truc pas cool, en fait, la première réaction, c'est d'avoir envie de pleurer, de se rouler en boule. C'est normal, c'est ok. C'est juste que ça, c'est une attitude qui est émotionnelle. C'est pas le reflet de la réalité. C'est juste nous, intérieurement, le discours qu'on se donne, etc., qui nous met dans cette phase-là. Une fois que cette vague émotionnelle, elle est passée, il faut regarder la situation de manière rationnelle pour pouvoir en tirer les bonnes leçons, justement. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais plus haut. Donc, tout le monde fait des erreurs, c'est ok. Ce qui va faire la différence, c'est que vous réussissiez à tirer des leçons de ces erreurs et de comprendre pourquoi les choses, elles n'ont pas fonctionné comme vous l'avez espéré. Donc, si vous faites un flop, si votre offre, votre lancement, machin, il se passe pas bien, etc., c'est pas parce que vous êtes nul ou pas doué. Vous avez le droit, à la rigueur, de pleurnicher un petit peu pendant une petite journée, mais le lendemain il faut revenir au taquet et vous dire ok, objectivement on oublie le je suis nul, je suis machin, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et regarder de manière rationnelle, de manière froide, de manière objective pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et là vous verrez que vous allez beaucoup apprendre à la fois sur vous-même mais aussi sur ce qui explique finalement vos échecs, et comme ça vous serez sûr de ne jamais les répéter. Et bonus supplémentaire, vous pourrez partager ça avec votre audience et du coup leur éviter de faire les mêmes erreurs que vous. Toute la vie, on va être obligé d'apprendre de nouvelles choses et vous allez vite constater que les moments de votre vie où vous avez déjà le plus appris et où vous apprendrez le plus, c'est au moment où vous allez vous tromper. C'est au moment où vous allez avoir des ratés, où vous allez avoir des moments où vous aurez envie de vous dire je suis nul, je suis pas doué. C'est ces moments-là qui sont les plus précieux parce que c'est ces moments-là qui peuvent vous permettre de tirer les plus grandes leçons de ce qui vous a conduit à cet état-là. Alors arrêtez de penser que si vous échouez quoi que ce soit, c'est parce que vous êtes nul, vous êtes pas doué. Voyez ça comme l'opportunité de devenir quelqu'un de mieux et de ne plus refaire les mêmes erreurs. En conclusion, j'ai envie de vous dire que notre cerveau nous joue pas mal de tours, n'est-ce pas, avec ces petites idées reçues. Ne nous laissons pas berner, d'accord ? Il y a plein de choses qu'il faut savoir remettre en question. Parce que si jamais vous suivez toutes ces idées reçues que j'ai pu vous citer, vous allez vous freiner, vous allez vous auto-saboter. Et je pense que c'est assez évident, vu qu'on en a parlé ici ensemble, vous ne devez pas laisser ça arriver. Si vous voulez avoir des résultats différents, vous devez avoir une attitude différente, et ça commence par prendre du recul sur ce que vous pensez, prendre du recul sur ces fausses croyances, encore une fois, qui vous freinent, et d'oser les remettre en question surtout. Là, j'en ai cité que 10 et je suis persuadée que si je vous refais ce même podcast d'ici 1 an, j'en aurai une 30aine d'autres à vous donner, et il y en a encore plein d'autres dont je n'ai pas parlé. Donc faites attention à ça, prenez du recul, tout ce que vous pensez n'est pas le reflet de la réalité. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir si vous avez, en écoutant ce podcast, quelques fausses croyances comme ça, quelques idées reçues que vous aviez ou que vous avez encore et vous sentez que c'est pas une bonne idée, ou vous avez appris par la suite
par l'expérience, par le temps, etc., que vous pensiez un petit peu à l'envers. Je serais curieuse de savoir quelles sont les idées reçues justement qui vous ont freiné jusque-là. N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Donc pour conclure ce podcast, je tiens juste à vous rappeler que si jamais vous avez envie de vous former au SEO, il y a ma formation SEO KLM qui sera définitivement supprimée de mon catalogue à la fin de cette semaine. Donc n'hésitez pas à vous la procurer avant que ce ne soit plus disponible. Moi j'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère sincèrement que ce podcast vous aura aidé à y voir plus clair. Si ce concept vous plaît, j'essaierai d'en refaire d'autres par la suite, parce que je pense qu'il y a plein d'idées reçues comme ça que j'ai pas abordées. Là, je me suis limitée parce que vous voyez, ça fait déjà 34 minutes que je parle, donc on va pas rester là pendant 1 heure non plus, mais si jamais ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires également, comme ça je saurai qu'il faut que je refasse d'autres podcasts sous ce format-là. Moi du coup, je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Whale Queen.